Bonjour à tous, bienvenue pour ce 4e live initiative. Donc, je suis Sandrine Berard d'Initiative Eure-et-Loir. Aujourd'hui, on vous propose un live sur le thème adapter son argumentaire commercial à la situation sanitaire actuelle. Alors, pourquoi ce thème Tout simplement à cause de la crise sanitaire, nous sommes rentrés en contact avec tous nos bénéficiaires entrepreneurs sur le territoire. Et une question récurrente était celle-ci, comment faire pour attirer de nouveaux clients ou pour garder nos clients actuels malgré le contexte difficile de cette période. Donc, aujourd'hui, on a avec nous notre partenaire Jean Grosser de Acte 8 Développement Commercial qui va vous parler de ce sujet et répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure ou en tout cas, on y répondra au moins à la fin de la présentation. Voilà, n'hésitez pas, on est là pour répondre. Toutes les questions sont les bienvenues. Et je vais donc laisser la parole à Jean pour son développement. D'accord, merci Sandrine. Donc, le sujet, effectivement, démarre sur la notion d'argumentaire commercial. La présentation que je vais dérouler avec la possibilité, évidemment, de poser des questions par le canal des commentaires, auxquels je peux répondre soit en fonction de la pertinence par rapport au sujet traité, soit à la fin dans la phase de questions-réponses. Donc, c'est pas seulement sur l'argumentaire, mais entre guillemets sur la démarche commerciale, la réflexion par rapport à la situation sanitaire actuelle, que nous avons décidé de prendre ce sujet. Donc, j'ai une douzaine de diapositives à vous montrer. Je vais déjà me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, ça fait plus de 3 ans que je suis partenaire d'Initiative Eure-et-Loir. J'ai créé mon cabinet Acte 8 Développement Commercial il y a maintenant 11 ans. Après avoir eu mon siège en Eure-et-Loir, je l'ai dans les Yvelines, mais je suis encore extrêmement présent en Eure-et-Loir pour le plan business. Et donc, mon métier au départ, c'est d'être directeur commercial à temps partagé pour aider les startups, les TPE et les PME dans leur développement commercial et notamment leurs dirigeants. Donc, comme vous pouvez le voir, notamment en région Île-de-France, Centre-Val de Loire et aussi sur la Normandie. Donc, le temps partagé a l'avantage de permettre de travailler de façon soutenue, mais sans avoir quelqu'un de salarié et surtout, donc, c'est la prestation de service externalisée. Donc, le type d'accompagnement que je propose a vraiment pour but d'aider les dirigeants d'entreprises à assurer la concrétisation de leurs objectifs de chiffre d'affaires, de marge brute et surtout de nombre et de typologies de clients. Donc, on va en parler indirectement ce matin, avec une notion de démarcation et de différenciation par rapport à la concurrence. Donc, bien évidemment, ce sujet va être tout particulièrement important en plus en période de crise sanitaire, puisque parfois le marché s'est substantiellement réduit, donc la conquête de parts de marché n'est pas forcément évidente. Par contre, certains marchés se sont ouverts grâce à la crise sanitaire, et donc des opportunités sont bien évidemment à saisir. Pour les entreprises un peu plus mûres qui auraient déjà plusieurs années d'exercice et donc un portefeuille de clients, ce qui est aussi particulièrement important en temps de crise, mais j'allais dire en temps normal aussi, c'est d'arriver à structurer des démarches commerciales pour compenser l'érosion de son portefeuille de clients. Tous les clients ne sont pas forcément fidèles, tous les clients n'ont pas forcément de racheter le produit ou le service ou la prestation que vous leur proposez. Et donc, il faut arriver à mettre en place une démarche continue d'acquisition de nouveaux clients, donc de la prospection et de la conquête de nouveaux clients. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est bien évidemment que chaque chef d'entreprise, avec mon aide qui est temporaire, mais qui peut durer en fonction des besoins, arrive à consolider sa performance commerciale dans la durée, puisque vous êtes dirigeant d'entreprise, pas pour quelques jours ou quelques semaines, mais en général pour quelques années. Et donc, il faut que vous réussissiez à travailler dans la durée et à convertir un maximum de clients à vos offres. Donc, voilà pour ma présentation et la transition avec le sujet du jour. Donc, mais on
on est avec un troisième risque de confinement qui nous plane au-dessus de la tête. J'entendais les nouvelles ce matin dans la voiture. L'Île-de-France, en tout cas, est pas très bien sur le plan sanitaire. L'Eure-et-Loire est à peu près au même niveau. Donc, on est quand même dans une situation préoccupante où la sortie du tunnel, sans être pessimiste, n'est pas forcément pour tout de suite. Donc, c'est vrai que j'imagine que beaucoup d'entreprises ont pu ressortir un petit peu leur épingle du jeu à partir de fin mai, début juin, jusqu'à mi-octobre et des prémices de l'annonce du nouveau confinement toute fin octobre, dont on est sorti assez vite, mais avec toujours des mesures contraignantes, hein, notamment maintenant de couvre-feu qui, pour tout ce qui est commerce, est quand même assez handicapant. Donc, les trois points sur lesquels je souhaite attirer l'attention, c'est déjà la notion d'évolution de votre offre. Donc, vous avez développé une offre au moment du lancement de votre entreprise, donc que ce soit bien avant le confinement pour les entreprises les plus anciennes, pour certaines, malheureusement, quelques semaines, voire quelques jours avant le début du confinement et de la pandémie en mars 2020. Donc la question, est-ce que votre offre, telle que vous l'aviez initialement conçue, va continuer à répondre à vos besoins? Donc un des aspects de réponse, c'est de voir par exemple tout ce qui se fait en click and collect, pour parler anglo-saxon, notamment dans la restauration, où compte tenu des contraintes sanitaires et des fermetures prolongées de restaurants, il a fallu trouver d'autres moyens de promouvoir l'offre, voire de faire l'offre d'une manière différente, c'est-à-dire c'est pas les mêmes menus, c'est pas les mêmes compositions de cartes, etc. Mais donc il faut arriver à retrouver des clients. Donc c'est un exemple d'un secteur d'activité qui a su faire preuve d'imagination, d'adaptation, de flexibilité. Ça ne compense pas intégralement les pertes de chiffre d'affaires, loin de là, mais au moins ça permet d'avoir un minimum d'activité et de couvrir un minimum de charges fixes quand c'est possible. Un deuxième point que je souhaite soulever, c'est compte tenu de la crise sanitaire et notamment des difficultés de se déplacer, bien évidemment en période de confinement, mais même en période de couvre-feu, avec pour tous les commerces ou les points de vente des réductions de durée d'ouverture qui vont faire que peut-être que vos acheteurs vont plus vous chercher sur Internet en dématérialisé plutôt que en matérialisé. Donc, je sais par écho de nombreuses agences de création de sites Internet que depuis un an, il y a eu une grosse demande de création de sites, pas nécessairement marchands, mais aussi vitrines. Et donc, à travers ça, c'est l'accès à votre offre qui peut être significativement modifié et sur lequel il faut que vous ayez vraiment un avis rapide pour que si vos clients ne peuvent pas venir à votre rencontre ou si vous ne pouvez pas aller à la rencontre de vos clients, vous trouviez un moyen d'accès pour votre offre. Et puis, ce qui est plus le sujet de ce Facebook Live, c'est l'adaptation de votre argumentaire à l'environnement, c'est-à-dire un nouveau discours pour soit présenter de nouvelles offres, soit les offres que vous aviez l'habitude de présenter, peut-être les présenter avec d'autres argumentaires pour en valoriser l'intérêt vis-à-vis des besoins de vos clients. Et bien évidemment aussi argumentaire en fonction des nouveaux canaux par lesquels vous allez commercialiser votre offre, donc site internet notamment, ou réseaux sociaux, où il va falloir avoir un argumentaire qui sera peut-être différent, ou voire sans doute différent de ce que vous avez l'habitude d'utiliser en face à face quand vous recevez des clients ou que vous allez à leur rencontre. Donc, si on synthétise ces trois points, il y a déjà une première salle de questions. Donc, je ne suis pas en train de vous annoncer que je vais vous donner des recettes. Je suis en train de vous annoncer que vous allez devoir travailler et qu'on peut vous y aider. Mais déjà, il y a des réflexions que vous pouvez mener par vous-même, donc, notamment sur cette offre. Est-ce que votre offre, avant la période Covid, donc il y a tout juste un an ou voire 13 mois, est-ce qu'elle est encore d'actualité pour vos clients? Donc, réfléchir, enquêter, recontacter vos clients, utiliser des questionnaires en ligne peut-être pour les approcher, leur demander si aujourd'hui l'offre que vous leur proposez leur correspond toujours ou s'il est nécessaire de la faire évoluer. N'oubliez pas que vos clients sont les consommateurs de vos offres, produits ou services, donc ils ont forcément des avis sur ce que vous leur proposez. Donc,
n'hésitez pas à les solliciter, à tenir compte des remontées d'informations que vous avez eues. Dans la mesure où peut-être que certains de vos clients, avant période Covid, sont peut-être moins intéressés par vos offres, pour différentes raisons, pas besoin d'acheter, pas besoin de consommer, posez-vous aussi la question, l'offre existante, est-ce que vous pouvez l'adresser à d'autres types de prospects? Donc, c'est de voir la manière dont vous pouvez éventuellement segmenter votre clientèle et essayer d'approcher d'autres clients potentiels. Alors, peut-être avec la même offre, peut-être avec une offre adaptée et peut-être avec des arguments eux aussi adaptés. Donc, voilà la question importante. C'est pour compenser une érosion de vos clients existants, comment prospecter d'autres. Donc, ce qui est la continuité, bien évidemment, c'est de choisir les évolutions de votre offre. Hein. Donc, pour qu'elle soit adaptée aux envies, aux besoins, à la demande du marché. Hein. Donc, votre marché n'étant pas que basé sur vos clients existants, mais sur un certain nombre de gens que vous n'avez pas encore conquis comme clients. Donc, c'est pour ça que cette notion presque de nouvelle étude de marché est importante à prendre en compte, de ne pas rester sur des informations que vous avez collectées il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Beaucoup de choses ont été bouleversées depuis 13 mois, donc c'est important de se repositionner, de réfléchir à son positionnement. La question clé aussi, c'est est-ce que vous avez le temps et la compétence de vous en charger? Donc peut-être que dans certains cas, un conseil extérieur peut être utile pour redéfinir et confronter votre offre à son marché. Et puis là, je parle en connaissance de cause, puisque une grosse partie de mon activité, c'est de la formation. Et depuis 1 an, une grosse partie de mes formations ont basculé en distanciel. Et la preuve en est aussi avec les Facebook Live qui remplacent les initiatives thématiques que l'on faisait en présentiel avec Sandrine. Sandrine me regarde avec un regard un peu accablé. Et oui, on est obligé de faire du distanciel pour beaucoup de choses. Malheureusement. Malheureusement. Mais bon, ce qui est la preuve, c'est que on a de la capacité de réaction et d'adaptation. Et peut-être que tout n'est pas possible. Hein. Là, effectivement, de la formation, ça nécessite de l'adaptation. On ne va pas dire à la marge, ça nécessite comme des adaptations sérieuses, mais c'est faisable. Dans certains domaines d'activité, c'est peut-être beaucoup plus compliqué de passer en distanciel. Donc voilà une série de questions pardon, qui me paraît importante à se poser pour bien réfléchir à ce sujet de votre adaptation d'offres à la situation actuelle. Toujours des questions, hein. Vous allez partir avec plus de questions que de réponses probablement, mais c'est aussi pour vous faire travailler. Hein. Vous êtes des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprise, donc vous êtes en capacité de poser des questions et de trouver des réponses. Il faut aussi, au-delà de votre offre, s'interroger sur votre clientèle. C'est un peu ce que je vous ai déjà dit précédemment avec cette notion d'enquête. Donc, n'hésitez pas à aller au-devant de vos clients, que ce soit par téléphone, par le canal des réseaux sociaux, par des SMS ou tout autre moyen de les contacter pour avoir des retours sur ce qu'elle fait, comment elle se comporte, qu'est-ce qu'elle attend de la part de ses fournisseurs et plus spécifiquement par rapport à l'offre que vous leur proposez. Pour certains qui travaillent en B2B, quand vous êtes fournisseur de denrées alimentaires, c'est un vrai problème puisque les restaurants étant fermés, les volumes d'achat ont forcément baissé, que ce soit denrées alimentaires, boissons, etc. Donc, ce n'est pas uniquement sur une clientèle de consommateurs individuels et particuliers. Dans B2B, il y a eu aussi de grosses modifications dans les modes de comportement et notamment par rapport à ceux et celles d'entre vous qui auraient des clients entrepreneurs, professionnels et entreprises dont l'activité est considérablement réduite, voire fermée. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour contribuer à une relance de l'activité pour eux et bien évidemment pour vous? Donc, au-delà de votre situation à vous, hein, que ce soit sur les plans financiers et trésorerie, sur le plan de la clientèle, sur le plan éventuel des salariés, si vous en avez, des fournisseurs, des sous-traitants, posez-vous les mêmes questions vis-à-vis de votre clientèle. Comment vit-elle la situation? Donc, une fois encore, rappelez-vous qu'il y a des entreprises qui ont très bien tiré leur épingle du jeu par rapport aux contraintes de confinement et surtout de télétravail. Je pense à toutes les entreprises qui vendent du matériel informatique, de la prestation informatique. Bien évidemment, il y a eu d'énormes besoins à pourvoir pour que les gens puissent travailler en télétravail, sans même parler des scolaires et qui avaient eux aussi l'école à distance. Donc, une fois encore, un certain nombre de secteurs d'activité peuvent bénéficier de la situation actuelle. Donc, regardez de quelle manière vous pouvez aussi bénéficier
du contexte sanitaire pour rebondir avec des prestations et des produits que vous n'aviez peut-être pas l'habitude de proposer. Donc, on en revient à un sujet que vous connaissez peut-être, parce qu'on l'a déjà abordé dans d'autres sessions. Donc, le why, la raison d'être de votre entreprise ou de votre offre. Donc, c'est bien important de répondre à cette question. Qu'est-ce que vous, votre société et son offre apportent à ses clients? Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, il y a une vidéo sur YouTube de Simon Sinek sur le why que je recommande vivement pour travailler sur la réflexion autour de sa valeur ajoutée et pas uniquement en termes de caractéristiques, mais plutôt en termes d'avantages, de valeurs que vous véhiculez. Donc, c'est vraiment important de bien retravailler sur son positionnement. Qu'est-ce qu'on apporte à ses clients à travers son offre? Ça va être la première étape qui va vous permettre de travailler sur un argumentaire qui sera convaincant et persuasif. Donc, petit clin d'œil avec ce dessin qui illustre un discours de l'ancien responsable marketing de Yahoo qui parle évidemment de notions de storytelling, de magie, d'histoire. Donc, on est complètement dans ce sujet. Ne pensez pas que même si votre produit, votre prestation, votre offre sont techniquement ou même sur le plan marketing brillantes et parfaitement adaptées, pensez aussi à vendre un petit peu de rêve autour, de magie. Et cette notion de why que j'évoquais dans la diapo précédente est extrêmement importante. Donc, essayez de repenser à ce que vous pouvez véhiculer comme image d'entreprise et par rapport à votre offre. Pour illustrer cet aspect, je reviens à la définition des deux termes convaincre et persuader. Donc, en fait, il faut arriver à faire les deux vis-à-vis de ses clients et futurs clients, donc au stade encore de prospect. Convaincre, vous êtes dans une notion de rationnel, c'est-à-dire que vous faites appel à des arguments techniques, donc ce qu'on appelle couramment le caractéristique avantage preuve, donc le CAP ou le caractéristique avantage bénéfice, le CAB. Donc, en fait, par rapport à la découverte du besoin de son interlocuteur, qu'il soit déjà client ou prospect, ça va être de lui démontrer que, d'une part, votre entreprise et d'autre part, votre offre répondent à ses besoins, donc avec des critères rationnels. Et la notion de persuader, on est dans la notion que j'ai abordée avec cette citation de l'ancien boss de Yahoo. On est vraiment dans la notion de motivation d'achat, de bénéfice distinctif, de faire rêver son futur client. Donc, il faut arriver à jouer sur les deux leviers, donc, et sur des leviers rationnels. Donc, bien évidemment, ils vont être dominants dans la vente d'un produit ou d'un service technique. Par contre, quand on est quelque chose qui touche plus à l'envie qu'aux besoins, la notion de persuasion, donc toucher au rêve, à l'envie, c'est-à-dire au fantasme, mais quasiment de son interlocuteur, ça peut être mieux que de chercher à convaincre avec des arguments trop rationnels. Donc, par rapport à votre argumentation, qui est le sujet du jour, ce n'est pas nécessairement une donnée à prendre en compte maintenant par rapport à la situation sanitaire Covid et pas encore post-Covid, malheureusement. Mais c'est quelque chose qui est transversal et à tout moment de la vie de votre entreprise. Donc, vos argumentaires doivent et tenir compte d'une notion rationnelle et d'une notion plus irrationnelle, plus émotionnelle vis-à-vis de vos interlocuteurs. Donc, il faut peut-être aujourd'hui où il y a une grosse frustration, on ne peut pas sortir, on ne peut plus aller au restaurant, beaucoup de limites culturelles, etc. Le côté émotionnel va être très, très, très important. Les gens vont y être très attentifs. Donc, pour ceux ou celles qui seraient restés sur une argumentation très basée caractéristique, avantage, preuve, donc très rationnelle, essayez de voir de quelle manière vous pouvez mettre un grain d'émotionnel dans vos argumentaires. Un point important pour travailler sur ces argumentaires, bien évidemment, il faut parfaitement connaître sa propre offre, mais il y a un point tout aussi déterminant, c'est de connaître aussi sa situation par rapport à la concurrence que l'on a identifiée. Donc, je reviens à un de mes chevaux de bataille, qui est la connaissance de son marché, donc qui ne se fait pas que au moment de l'étude de marché lorsqu'on crée son entreprise, et qui est un travail continu. Je passe peut-être pas mon temps, mais je fais une identification constante de mes nouveaux confrères et c'est extrêmement important de bien les connaître, de savoir ce qu'ils peuvent proposer. Donc, passer l'étape de connaissance et d'identification, bien évidemment, c'est d'essayer de voir
comment la matrice 4P, que certains d'entre vous doivent déjà connaître pour l'avoir établie pour eux-mêmes, donc la matrice 4P, je rappelle, c'est le mix marketing, le produit ou l'offre, le prix, la promotion, donc la communication, et Play, c'est le canal par lequel vous commercialisez votre offre. Donc, c'est de voir justement comment vos concurrents ont peut-être évolué depuis un an et faire une matrice 4P sommaire qui peut inspirer votre propre action par rapport aux actions qu'ont pu mener vos principaux concurrents. Donc, j'insiste sur ce travail de veille concurrentielle, c'est un travail continu. On doit être en anticipation au maximum et le seul moyen de le faire, c'est de voir comment ses propres concurrents évoluent. Donc, ça peut être par rapport à des stratégies de baisse de prix, des stratégies de lancement de nouveaux produits ou de nouveaux services, donc qui peuvent vous inspirer, alors sans faire du copier-coller, il faut rester différenciant, mais de voir peut-être que certains de vos concurrents ont déjà pris position avec des offres adaptées, une argumentation appropriée par rapport à ce contexte sanitaire que nous connaissons depuis un moment. Donc, la notion de présentation donc, de votre entreprise, de vous-même en tant qu'entrepreneur, dirigeant de start-up, de TPE, PME, va être encore plus importante puisque plus encore que dans le passé, il va y avoir peut-être des actions de prospection qui vont être menées par vos confrères, quels que soient les canaux de communication qui sont utilisés. Et donc, je rappelle que d'une façon générale, et c'est ce qui à chaque fois me déçoit, parce que ça va être le cas pour moi aujourd'hui, je me dis, pour ceux qui m'écoutent, il y a au mieux 6 ou 12% de mes mots qui vont être retenus, mais comme vous aurez droit au replay, donc vous pourrez réviser ce que j'ai dit. Donc, mais c'est à appliquer pour tout le monde. Donc, c'est important de se dire que, notamment votre pitch, c'est peut-être le moment de bien le retravailler par rapport à des nouvelles valeurs que vous pourriez vouloir véhiculer. Et donc, même si le nombre de mots que vous pouvez dire par rapport à vos interlocuteurs est mémorisé de façon réduite, s'il y a des mots-clés, des expressions clés et percutantes qui donnent envie, qui font justement un peu rêver pour persuader dans un deuxième temps, n'hésitez pas à revoir votre pitch et à le tester auprès de différentes personnes qui peuvent vous donner des conseils et éventuellement vous dire si ils entendent bien ce que vous cherchez à leur dire. Donc, bien évidemment, s'il y a 6 ou 12% des mots qui sont retenus, c'est évidemment aussi que tout ce qui touche à la communication non verbale et à la communication paraverbale, donc l'attitude, le ton de voix, les intonations, tout ça va être extrêmement important. Donc, je suis en train de me surveiller pour être un modèle si c'est possible. Même si aujourd'hui, la notion de distanciation est malheureusement associée au terme social derrière, mais avant même les notions de distanciation sanitaire, la bonne distance entre soi et son interlocuteur, c'est d'être ni trop près. On a une zone d'intimité dans laquelle on n'a pas trop envie que quelqu'un d'inconnu rentre. Donc attention à votre positionnement, à l'attitude qui ne doit pas être négligée, qui ne doit pas être non plus trop rigide. Donc, en fonction du niveau de relation et de connaissance que vous avez avec vos interlocuteurs, pensez à bien adapter votre positionnement, votre attitude, de manière à avoir l'attitude juste et notamment en termes de distance et de ton courtois. La dernière mention de la diapositive, c'est rester en écoute même quand on parle. C'est extrêmement important et malheureusement, là, je ne peux pas le faire puisque je ne vois pas de l'autre côté de l'écran qui est connecté en ce moment. Mais quand je dis rester en écoute même quand on parle, c'est notamment quand on est en visuel, que ce soit en face à face ou même par le canal des différents outils de distanciel. Essayez d'anticiper, de capter les réactions de vos interlocuteurs. J'ai parlé de non-verbal. Écoutez, c'est de la même manière, guettez le non-verbal de la part de vos interlocuteurs, parce que peut-être que certaines expressions ou certaines attitudes que vous allez utiliser peuvent les interpeller. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir diagnostiquer à travers un froncement de sourcils ou une personne qui va se mettre à croiser les bras, qui va prendre du recul. Dites-vous que vous êtes peut-être en train de le perdre ou de le braquer et donc soyez attentif à ça pour pouvoir aussitôt réagir et vous assurer qu'il n'y a pas de malentendu.
Je rappelle que dans l'acte de vente, pour être sûr de pouvoir conclure, il faut avoir levé toutes les objections. Et une objection non verbale, donc une expression du visage ou une attitude corporelle, peut vous donner un gros signal pour vous dire que la personne va peut-être pas vous faire une objection verbale, mais qu'il y a quelque chose dans votre argumentaire qui ne vous convient pas. Donc soyez attentif à ça et prenez la bonne attitude pour traiter l'éventuelle objection. Si vous laissez des objections traîner, votre argumentaire ne sera pas convaincant. Il y aura toujours un point de doute dans l'esprit de votre interlocuteur. Les raisons d'échouer dans sa présentation, donc c'est le côté impro. Donc je rappelle que en théâtre, au cinéma, les acteurs qui peuvent improviser sont ceux qui sont les mieux préparés, qui connaissent le plus parfaitement leur texte. Sandrine travaille dans ces périodes extra-professionnelles un peu dans le domaine du théâtre, donc je pense qu'elle ne me contredira pas. Mais l'improvisation est réservée aux gens qui maîtrisent complètement. Donc, votre pitch, votre discours commercial doit être parfaitement rodé et maîtrisé. Et c'est uniquement grâce à ça que vous pourrez éventuellement improviser ou tout du moins déjà l'adapter à votre interlocuteur si vous avez des potentiels d'interlocuteurs relativement différents les uns des autres. Petit conseil aussi, dans l'argumentation, pour celles et ceux qui auraient des activités avec des produits ou des services ou des prestations relativement techniques, très spécifiques, attention vis-à-vis de vos prospects ou de vos clients de ne pas employer des jargons avec des termes trop techniques qui pourraient complètement les noyer. Donc, mettez-vous toujours à la portée de vos interlocuteurs. Testez au besoin sur quelques mots-clés techniques si ils les comprennent et en fonction de ça, vous voyez si vous pouvez continuer à en utiliser ou au contraire s'il faut que vous restiez vraiment sur des terminologies du monde courant et non pas spécifiques et techniques. Toujours pareil, dans la notion de présentation et notamment la notion de pitch, je rappelle l'importance que dans votre pitch, il y ait au moins une à deux phrases qui stipulent ce que vous apportez. Donc, je reviens au fameux why abordé plus tôt. Donc, qu'est-ce que vous allez apporter du point de vue de vos futurs acheteurs? Pas uniquement ce que vous imaginez que votre offre apporte, mais quels bénéfices vont retirer vos futurs acheteurs. Et bien évidemment, je rappelle cette notion qu'on n'a qu'une fois l'occasion de faire une bonne première impression. Donc, votre pitch, votre premier contact, votre première démarche commerciale, qu'elle soit en face à face, par téléphone, par les réseaux sociaux, que ce soit par exemple en réseau social B2B, contacter quelqu'un par le canal de LinkedIn, ben ça ne s'improvise pas, une fois encore. Contacter quelqu'un par Facebook, WhatsApp ou tout autre type de réseau social non professionnel, même s'il peut y en avoir une utilisation professionnelle, c'est aussi un vrai métier et donc on s'y prépare, on n'improvise pas dans ces cas. Je vous ai parlé tout à l'heure dans le volet convaincre, côté rationnel de l'argumentation. Donc, certains d'entre vous qui auraient peut-être participé justement à des initiatives thématiques en présentiel en 2018 ou 2019 ont sans doute déjà vu ce tableau que je présente, qui est le fameux tableau caractéristique avantage preuve. Donc, vous pourrez revoir en zoomant sur le replay. Donc, qui est un tableau qui permet justement de travailler sur son argumentation avec une première colonne caractéristique, une deuxième avantage, une troisième preuve. Donc, il n'y a pas besoin d'être niveau Excel avancé pour mettre ça en place. Et donc, dans la colonne de gauche, celle de caractéristiques, on va identifier un certain nombre de caractéristiques dédiées à son entreprise, certaines au niveau de ses valeurs, d'autres au niveau de son personnel, donc vous compris, le dirigeant comme les collaborateurs, quelles sont leurs valeurs ajoutées, leur expertise, leur expérience personnelle. Donc, vous allez pouvoir bien évidemment ensuite convertir à travers un avantage, puis une, voire des preuves. Et bien évidemment ensuite caractéristiques de votre offre. Donc c'est un outil extrêmement utile qui permet d'y retravailler de façon un peu systématique, mais pas forcément continue. Donc on peut y travailler une heure par-ci, une heure par-là.
Et l'objectif, c'est au final d'avoir une sorte de grille avec un ensemble d'arguments. Donc, un argument, je rappelle, c'est une caractéristique, un avantage, une preuve ou un bénéfice en tout cas. Et donc, en listant ces éléments, ça peut vous servir de fondation pour, par exemple, rédiger les textes de votre site Internet, pour rédiger les textes d'un flyer, d'une communication sur les réseaux sociaux, sur la constitution d'une brochure. Donc, plutôt que de faire ça à l'impro et sans que ce soit coordonné, vous pouvez utiliser ce support qui vous permet de structurer votre discours et d'être le plus exhaustif possible en termes d'arguments que vous pouvez construire et de caractéristiques avantages. Donc l'idée, et c'est ce qu'on va retrouver par exemple dans un pitch, hein, qui est votre premier niveau d'argumentation. Le pitch, c'est dans une réunion réseau à distance ou en présentiel. Le pitch, c'est les premières phrases que vous allez prononcer dans dans un contact téléphonique ou lorsque vous allez rencontrer quelqu'un. Donc c'est d'expliquer en quelques mots ce que j'ai appelé tout à l'heure le why, mais la vocation de votre entreprise, dans quel domaine vous êtes présent, qu'est-ce que vous pouvez apporter à travers l'ancienneté de l'entreprise, le nombre de salariés, son organisation, son implantation géographique et sa zone de chalandise. Vous pouvez mettre en avant éventuellement sa progression de chiffre d'affaires, d'investissement. Et une fois encore, j'insiste bien, les points forts en avantage pour le client. Il faut que vous arriviez à mettre en avant votre valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que va retirer votre client ou vos futurs clients de votre offre et de votre entreprise? Donc, voilà un exemple. Hein. Donc, vous voyez, c'est un tableau CAP renseigné pour une entreprise. Donc, vous n'aurez pas le temps de lire, bien évidemment, chaque détail. Donc, j'ai anonymisé, bien évidemment, l'entreprise, mais ça vous donnera un exemple sur lequel vous pourrez vous pencher pour voir comment faire ce travail. Alors, bien évidemment, le but n'est pas de lire une caractéristique, un avantage, une preuve, mais bien de constituer un argumentaire cohérent en utilisant toutes les informations que vous aurez collectées et renseignées dans les différentes colonnes et les différentes cases de ce tableau caractéristique avantage preuve. Donc, je rappelle, hein, voilà, spécification données techniques, donc on est vraiment dans le rationnel, les avantages donc, en termes de bénéfices pour l'utilisateur et les preuves, vous voyez qu'il y a un point extrêmement important à travers les témoignages de référents, les rapports de tiers indépendants, donc c'est-à-dire de bureaux de contrôle quand vous êtes sur un matériel très technique, mais ça peut être aussi tout simplement à travers les notations que vous avez sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et je vois de plus en plus d'entreprises qui, sur leur site Internet ou sur leurs réseaux sociaux, mettent en avant les notes qu'ils ont obtenues pour crédibiliser leur démarche. Et bien évidemment, il y a eu quand même un nettoyage de fait dans ces systèmes de notation pour que il n'y ait ni trop de gens dithyrambiques, ni de trop de gens qui seraient vos gentils concurrents qui viendraient vous débiner. Et à partir du moment où la notation est clairement objective, c'est un véritable outil de communication et d'assurance vis-à-vis de vos prospects. S'ils voient que vous avez beaucoup de clients satisfaits, des bonnes notes, et au-delà des notes, si vous pouvez avoir des témoignages, non pas anonymes, mais avec le nom de la personne, voire le nom de l'entreprise, n'hésitez pas. C'est quelque chose qui va vraiment donner de la force à votre argumentation et à votre positionnement. Donc, je vous donne là un exemple d'argumentation sur un cap produit, hein, donc qui sert à travailler votre argumentaire. Donc, avec le point de départ qui est la définition du besoin de votre futur acheteur. C'est fondamental, c'est une étape clé. Vous ne pouvez pas argumenter efficacement si vous n'avez pas parfaitement bien compris le besoin de votre interlocuteur. Donc, cette phase de détection des besoins est fondamentale. Et c'est ça qui va vous permettre ensuite de déterminer la caractéristique, l'avantage et la preuve qui vont être pertinents pour répondre aux besoins. Donc là, j'ai pris un cas concret de quelqu'un qui cherche à faire l'acquisition d'une voiture, qui roule beaucoup, donc qui va avoir sans doute besoin de rouler même l'hiver, même avec des routes glissantes, qui va avoir comme préoccupation peut-être sa sécurité à travers son système de freinage. Et donc l'argumentation du commercial de la marque de voiture concernée va être de tourner sur la caractéristique et l'avantage et la preuve. Et donc vous voyez que la preuve,
ça peut être les résultats des tests qui ont été effectués par un organisme extérieur, et notamment sur tout ce qui est test de véhicules. C'est assez simple puisqu'il y a un organisme qui s'appelle l'UTAC, mais il y a aussi d'autres organismes prestataires de validation de distance de freinage, etc., ou d'organismes de validation de crash test, etc. Donc, si vous pouvez faire qualifier, valider, certifier vos produits ou vos prestations par quelques moyens que c'est un argument déterminant. Je prends l'exemple de la formation professionnelle. Vous savez sans doute qu'il y a eu le Datadoc pour les organismes de formation professionnelle. Aujourd'hui, on est en train de monter d'un cran avec le Calliope. Tous les organismes qui peuvent déjà mettre en avant le Datadoc pour justifier de leur sérieux dans le domaine de la formation professionnelle pourront encore plus le faire dès demain avec le Calliope. C'est des critères qui sont de nature à rassurer, à convaincre vos futurs acheteurs. Donc, ce travail de caractéristiques avantages-preuves est extrêmement important. Pas spécifiquement dans le contexte actuel, hein, mais il faut l'adapter au contexte actuel, bien entendu, pour construire des argumentaires qui soient je crois que je suis arrivé à la fin de ma présentation. Donc, il nous reste un quart d'heure pour des questions-réponses qui, j'espère, sont nombreuses et auxquelles je me fais un plaisir de répondre. Alors, au niveau des commentaires, on a Romain qui nous dit qu'il est dans les énergies renouvelables. D'accord. Donc, merci pour les conseils. Et surtout, qu'il nous dit qu'il n'y a plus de foires et de salons qui représentent 60% de notre chiffre d'affaires. Revenir à la base, c'est un bon rappel. D'accord. Ben, effectivement, Romain, tout ce qui est salon professionnel, j'imagine que vous parlez de salon professionnel. Quand on voit, ne serait-ce qu'à Chartres, il y avait le salon Pharmacosmétech qui devait se tenir en mars 2020, qui a été reporté en septembre 2020, qui devait se tenir en mars 2021, qui est reporté à on ne sait pas quand. Donc effectivement, tout ce qui est salon, B2B, foire, etc., sont interdits, hein, en tout cas, ne sont pas accessibles. Et c'est vrai que moi-même, ayant beaucoup travaillé dans le B2B et ayant participé en moyenne à 3-4 salons professionnels pendant 25 ans chaque année, c'est effectivement un endroit particulièrement pertinent pour rencontrer et ses clients existants, notamment quand c'est un salon à impact national, puisqu'on va avoir des clients qui vont converger vers le salon, et bien évidemment faire connaître son offre auprès de gens qui ne sont pas encore clients. Et là, effectivement, il faut trouver d'autres canaux. Alors, j'ai bien envie de vous en conseiller un, mais qui n'est pas forcément facile à mettre en œuvre, toujours à cause des problèmes de mesures sanitaires. Ça peut être, si vos locaux le permettent, peut-être d'organiser une journée porte ouverte destinée à vos clients ou vos prospects. Alors, bien évidemment, il faudra, si vous partez sur cette option, rassurer au maximum par rapport à tout ce qui touche au sanitaire, avec les contraintes aussi du 18h du couvre-feu, donc plutôt faire ça en matinée que l'après-midi. Et après, c'est un peu ce que je disais en début d'intervention, et essayer de vous rapprocher de vos interlocuteurs clients et prospects avancés pour savoir aujourd'hui quels sont les canaux de communication que vous pouvez utiliser pour entrer en contact avec eux. Ça peut être peut-être par les réseaux sociaux, par le mail, par le téléphone. Donc, moi, même hors période de pandémie, je reste convaincu que le téléphone est encore un formidable outil de relations clients et de relations prospects. Je pense qu'il est encore plus dans cette période un peu compliquée pour le face-à-face. Mais oui, je comprends les difficultés que vous mentionnez, mais j'espère que mes conseils vous serviront et que vous pourrez les exploiter. Alors, il nous dit aussi que distanciel en vidéo, pour lui, c'est difficile et qu'il sert mieux au porte-à-porte. Ben, tant mieux s'il réussit, si Romain réussit, parce que les entreprises sont quand même, avant même le Covid, étaient de plus en plus exigeantes vis-à-vis des démarches commerciales en porte-à-porte. Il y avait quand même très souvent dans les entreprises des panneaux à l'entrée pour dire si vous n'avez pas de rendez-vous, en gros, c'est même pas la peine d'essayer. Donc, si Romain, vous y arrivez par ce canal, tant mieux, je vous félicite, c'est que vous devez être particulièrement convaincant auprès des accueils des entreprises. Mais oui, ça peut être un moyen.
Maintenant, je vous resuggère l'idée, mais à creuser et à réfléchir, hein, de la journée porte ouverte ou de la matinée porte ouverte, qui peut être un moyen de faire venir vos interlocuteurs chez vous, de leur, si vous, je ne sais pas si vous avez une usine, un atelier, si vous fabriquez, si vous avez des choses à montrer, mais ça peut être un bon moyen justement pour vos clients fidèles. Vous pouvez faire une journée destinée aux clients fidèles, une journée destinée aux prospects, peut-être, avec pas forcément le même type de présentation, mais ça peut être un moyen. Au lieu que ce soit vous qui allez pousser les portes, là, vous invitez vos clients et vos prospects à pousser la porte de votre entreprise. Je ne sais pas ce que vous pourrez faire de ce conseil, mais j'espère qu'il pourra vous être utile. Alors, il y a Isabelle qui rebondit en disant porte ouverte, fenêtre ouverte. Oui, je confirme, Isabelle. Et elle nous parle aussi de la prospection par téléphone en disant surtout ne pas oublier de sourire, même au téléphone, quand on se présente. C'est indispensable. Tout à fait, je confirme et je valide complètement ce que Isabelle vient de dire, hein. Ça fait partie du non-verbal, mais qui est parfaitement ressenti à l'autre bout de la ligne. Donc, on est tous à un moment ou à un autre des personnes sollicitées par des démarches téléphoniques. Donc, quand nous en émettons des démarches téléphoniques, mettons-nous à notre place quand on est appelé. On est sensible à ce côté sourire qui n'est pas visible au téléphone, mais qui par contre s'entend particulièrement. Donc, cet aspect non verbal et paraverbal, il n'y a pas besoin d'être en visio ou en face à face pour en tenir compte. Donc, je valide complètement ce qu'Isabelle rappelle. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions ou des commentaires. Romain nous redit aussi que pour lui, mail et téléphone, je trouve que c'est en fonction de son activité, c'est assez compliqué avec les problématiques liées au Covid actuellement. Donc effectivement, en fonction des activités, il n'y aura pas les mêmes contraintes, il n'y aura pas les mêmes solutions à mettre en place. Donc c'est vraiment tout ce que Jean vous a présenté avant est à adapter en fonction de votre activité et de votre clientèle cible, bien évidemment. Oui, je rebondis juste sur ce que vient de dire Romain et le commentaire de Sandrine. Oui, c'est clair qu'aujourd'hui, avec le télétravail, il y a un certain nombre de personnes qui sont extrêmement difficiles à joindre. C'est-à-dire que les entreprises se refusent à communiquer leur numéro de 06. Donc, on ne peut les joindre que si éventuellement ces personnes en télétravail ont une journée, voire 2 journées de présentiel dans l'entreprise. Donc, c'est vrai que ça réduit les fenêtres pour pouvoir contacter les gens. Et je pense aussi que tout le monde est extrêmement sollicité par email en ce moment, ce qui fait que les gens hiérarchisent les emails qu'ils traitent et ceux de prospection pure ne sont pas forcément traités en priorité. Je confirme que c'est compliqué en ce moment avec ce canal-là, qui reste malgré tout à utiliser. Ou le samedi, nous dit Romain. Et contacter les gens le samedi. Ben, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une clientèle de particuliers. Dans ce cas-là, effectivement, oui, il peut effectivement les toucher le samedi, mais attention à la façon de les approcher parce que, notamment avec les Blocktel et autres, les personnes sont peut-être assez vigilantes sur les appels non sollicités. Et dans ce cas-là, notamment le week-end, ça peut être encore plus virulent s'ils n'acceptent pas les appels non choisis, non sollicités. Mais pourquoi pas? Encore, Romain a sûrement des bonnes idées. Donc, il faut faire le bon tri, le bon choix et revenir, bien évidemment, à ce que j'ai dit tout le long de cette petite intervention, sur cette notion de mettez-vous à la place de vos interlocuteurs, essayez de savoir à quel canal de communication ils vont être sensibles en ce moment pour utiliser les canaux qui vont être effectifs. Alors, il y a Denis qui nous dit bonjour, je tente de joindre les personnes par Teams à partir de l'adresse email. Avez-vous un retour d'expérience sur la perception de ce type de démarche? Alors, j'ai jamais fait ce genre de choses, ni Teams, ni équivalent. Donc, tous ces outils de conférence en distanciel. Donc, si Denis a un retour d'expérience, je suis preneur. Enfin, pour moi, c'est à partir du moment où on a l'adresse mail de la personne, je vois pas ça de manière plus intrusive que d'envoyer un email ou même de contacter par le canal de LinkedIn. Donc, ça me paraît être une option à tester. Après, voir si les gens réagissent. Maintenant, est-ce qu'il
faut pas commencer par un email pour proposer éventuellement des créneaux d'échange sur Teams, Zoom ou autre, ou Skype, enfin, tous ces outils-là. Je ne sais pas, je n'ai pas testé, je n'ai pas de retour d'expérience de gens qui auraient testé, mais je réponds à Denis, soyons créatifs, hein. Testons, et si on voit qu'il y a des retours, ben c'est intéressant de dupliquer et de poursuivre dans la même direction. Je crois que c'est tout. J'ai fait le tour des commentaires. Théorie. Donc, le temps imparti se termine. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres commentaires, merci à tous de nous avoir suivis. Vous allez retrouver la vidéo en replay sur notre chaîne YouTube à partir de demain. Donc, vous pourrez la regarder les slides si vous mettez pause, comme ça vous aurez toutes les infos sur les slides que Jean a diffusés. Dans les commentaires, on est en train de vous mettre les coordonnées aussi de Jean. Si vous avez besoin de le contacter, n'hésitez pas. Il est disponible. Il y a votre à l'écoute. À l'écoute. Donc, n'hésitez pas à le contacter. N'hésitez pas à partager le replay aussi si y a vous connaissez d'autres personnes qui pourraient être intéressées par toutes ces informations. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un prochain live sur le financement bancaire. Comment trouver son financement bancaire et quel argumentaire avancer pour pouvoir être financé par les banques, surtout en ce moment. Voilà. J'ai mis les coordonnées au cas où, mais de toute façon… Il n'y a pas de problème, on les a remis dans les commentaires, ces coordonnées, on va les rajouter. Donc, merci à tous, très bonne journée et à bientôt. Au revoir.